Déjà, merci d'avoir pris de votre temps pour passer un moment avec nous. Moment aussi qui permet de retrouver des personnes avec qui on n'a pas toujours le temps de se rencontrer. Et donc, encore une fois, grand merci. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des fonds propres qui sont 114 000 €. Un peu aborder certains chapitres de l'activité à travers les chiffres qu'on vient de balayer. Ça regroupe de votre association et je vais vous présenter notre rapport en vertu de la mission confiée par votre Assemblée générale. C'était, pour mémoire, les 60 ans des Créailles en 2024, c'est les 60 ans du Créailles Paccaille Corse en 2025. Dans vos sons, donc, le choix de modifier un petit peu les œuvres. J'avoue que ça m'a complètement dépassé parce qu'on a fait on a eu des retours qui m'ont vraiment bouleversé. Je vais vous inviter à jouer un match. Alors j'ai pas pris de risque venant à Marseille de mettre une affiche de football. J'ai un petit peu de discernement. Et donc je préférais mettre une petite affiche du sport favori et premier dans le sud-ouest, donc le rugby. Et pour illustrer le débat qu'on va avoir, que je souhaite que nous ayons ensemble, qui est celui du débat qui traverse très fortement les situations de handicap et ce qu'on appelle la transformation de l'offre, qui traverse aussi, tu l'as dit Jérôme, les questions d'accompagnement des enfants protégés, même si dans ce domaine-là, on peut dire que c'est, en tout cas dans le bruit, au sens dans l'évocation des enjeux d'institutionnalisation des enfants protégés, c'est moins récent, mais c'est tout aussi puissant et tout aussi important. Donc en fait, l'exercice qu'on m'a demandé, c'est de dire ok, transformons, mais en réalité, de quelle transformation de l'offre parle-t-on s'agissant du handicap? Et je vais essayer de faire des ponts dans la deuxième partie de la présentation avec la protection de l'enfance, parce qu'il y a des choses qui sont assez similaires, quand bien même la situation des enfants et des familles n'est pas exactement la même, mais il y a sur ce qui se passe sur les territoires ou ce qui se devrait se passer sur les territoires, on retrouve à peu près les mêmes phénomènes. Et donc, je me suis dit que la meilleure illustration, c'était de lancer le match. Le match donc, qui opposerait la transformation de l'offre à la française, donc le COQ de la Fédération française de rugby, avec une entité qui est France Transformation, qui est en gros l'ensemble des politiques publiques qui sont engagées aujourd'hui sur la transformation de l'offre médico-sociale appliquée au handicap. Et puis de l'autre côté, l'équipe de l'ONU, qui, elle, est sous la bannière de la désinstitutionnalisation. Et donc, le match, en fait, il se tient depuis un certain nombre d'années, mais je me suis dit, je vais prendre le match chaque année, ces deux équipes se rencontrent, en fait, plus ou moins, à Paris, à Genève, etc. Et donc là, il y a eu une séance de match le 23 avril 2023 au Palais de l'Élysée, lors de la conférence nationale du handicap, donc qui est, comme son nom l'indique, sous l'égide de notre président de la République. Et lors de cette conférence, le président de la République a tenu des propos, a pris des engagements qui me semblent assez intéressants et qui vont nous servir de fil rouge sur ce qu'on peut dire de la transformation de l'offre à la française et ce que signifie ou ce que se signifierait une transformation de l'offre d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap fondée sur la désinstitutionnalisation. Ça va? Là, vous dites, oh purée le gars, il est 15h, il nous balance des trucs comme ça. Bon. Donc comme je disais à Ada en aparté, je suis déjà venu là, j'étais à Aix-en-Provence l'année dernière et je parlais de transfo, donc dans ma vie il n'y a que la transfo. Non, il y a d'autres choses, mais bon voilà, donc ce que je vais vous proposer c'est un chemin un chemin dans les tribunes de ce stade à la conférence nationale du handicap, et puis donc
quand on commence un match et qu'on connaît plus ou moins les équipes, on regarde leur palmarès. Donc du côté de la France, il y a un certain nombre je ne vais pas faire cette métaphore de rugby tout le long. Hein. À un moment donné, je vais arrêter, vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire le running gag jusqu'à la fin. Palmarès des deux approches, donc la transformation à la française et la désinstitutionnalisation version ONU. Du côté français, il y a un certain nombre de choses, de documents, de rapports, d'initiatives, de financement qui permettent de lancer le match et de faire circuler le ballon pour faire en sorte qu'en sortie de mêlée, il y ait des essais transformés. Donc le rapport Zéro sans solution, la conférence nationale du handicap, on va en parler juste après, des financements, des instructions, des référentiels, etc. Et puis le rapport IGAS sur la transformation de l'offre qui est sorti en 2025. Un précédent avait été commandé par la ministre Sophie Cluzel en 2021, donc un certain nombre d'outils ou de préconisations qui doivent faire en sorte que cette transformation, c'est-à-dire le fait d'avoir des solutions plus modulaires, moins de personnes dites sans solution, que l'ensemble de ces actions, ces dispositifs puissent se mettre en œuvre. Du côté de l'ONU, en fait, l'équipe aussi est assez robuste. Puisque du côté de l'ONU, il y a la Convention internationale des droits des personnes handicapées de 2006, qui a été ratifiée par la France en 2009, avec 2009 ou 2010, je ne sais plus, enfin oui 2010, et des auditions récurrentes de la France qui vient rendre compte auprès de l'ONU, donc à la fois les experts de l'ONU et auprès des ONG, de la façon dont elle respecte l'ensemble des articles de cette convention. Et vous savez que dans cette convention internationale, il y a un article, l'article 19, qui évoque le fait de en finir, là je prends le langage de l'équipe ONU, du coach de l'ONU, en finir avec une forme de ségrégation sociale que sont les établissements et services médico-sociaux qui, depuis après les années 50, à la faveur du mouvement parental et du mouvement religieux d'un autre côté, à structurer des réponses qui n'étaient pas fournies par l'État. Ça va jusque-là ? Ok, tout ça c'est acquis. Le point qui va nous intéresser du côté de l'équipe de l'ONU, c'est pas tant la Convention internationale et l'article 19, pas tant le rapport final qui a été remis en 2021 après l'audition de la France. C'est un document qui est un peu moins connu, en tout cas un peu moins lu de bout en bout. Ce sont les lignes directrices sur la désinstitutionnalisation que l'ONU a publié en français, en anglais, en allemand, etc., en 2022, et qui vient expliquer aux différents pays, et notamment à la France, ce qu'est une institution, et au sens d'un établissement, enfin d'une organisation qui fait de la ségrégation sociale. Là, je me mets vraiment dans le langage du coach là, de l'ONU. Hein, okay, et donc, ce document, eh bien, il décrit ce qu'est l'institutionnalisation et les modalités pour en sortir. Donc je vous invite à regarder ce document et à le lire, puisque dans ce document, on dit, voilà, dans les différents domaines de vie d'une personne en situation de handicap, voilà ce que les États-nations, les États qui ont ratifié cette convention, doivent garantir sur le logement, sur la santé, sur la mobilité, sur les ressources, sur la vie privée, sur la participation sociale, sur les droits civiques, sur l'absence de protection juridique, etc. etc. Donc, voilà la composition des deux équipes. Au programme du match de cet après-midi, on va essayer d'aller jusqu'à la deuxième mi-temps, comme ça on pourra faire ensemble la troisième. On va se poser un certain nombre de questions. Première chose, mais ça on le sait, donc je vais passer très rapidement, quelles sont les ambitions concrètes de la transformation de l'offre à la française? Donc là, on est côté France Transfo. En regard de cela, quelles sont les attentes concrètes de l'ONU du point de vue de la désinstitutionnalisation? Concrètement, l'ONU, quand elle regarde ce que nous faisons, qu'est-ce qu'elle en dit et qu'est-ce qu'elle attend que nous changions? Troisième question qu'on va se poser, on sera à peu près à la mi-temps, c'est est-ce que ces deux approches-là sont compatibles ou est-ce qu'au bout du match, l'une des deux va l'emporter sur l'autre ou carton rouge ou disqualification ou que sais-je, puisque je parle à des initiés, à des collègues engagés dans ces sujets-là. Et on va le voir dans ce que le président de la République a dit en 2023, il y a une forme de... Je vous donne mon sentiment, hein, c'est pas une analyse, c'est un sentiment. Il y a une forme pas de clivage, mais d'opposition. C'est-à-dire, on parle de transformation de l'offre
moins d'établissements, plus de services, plus d'inclusion, plus d'accessibilité, le renforcement du pouvoir d'agir, l'autodétermination. Okay. Et on se réfère à la Convention ONU, on va le voir dans les propos du président de la République, et le point d'après qui est OK, mais si on se réfère à la Convention ONU, on tourne les pages et on se dit, tiens, nous avons ça à faire, à ce moment-là, il ne se passe plus rien. Peut-être que vous allez me dire qu'il se passe plein de choses ici. C'est aussi pour ça que je suis venu, c'est pour peut-être qu'on va découvrir des pépites, des petites choses qui se passent et qui nous permettraient d'avoir moins peur sur le fait que ce match tourne mal, que les spectateurs envahissent le stade. Et alors donc concrètement, une fois qu'on aura vu très rapidement la façon dont ces deux équipes se jaugent, eh bien on va regarder ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire si on le faisait pour de vrai, si on se dit allez on prend les références de l'ONU, on tourne les pages et on y va. Qu'est-ce que ça donnerait ? Donc je vais vous présenter des simulations que je n'ai pas faites seul, donc je précise tout de suite que j'ai travaillé avec mon copain de ChatGPT, à qui j'ai posé un certain nombre de questions, mais c'est lui qui a fait la fiche, hein, c'est ChatGPT. Et donc, il y a un certain nombre d'hypothèses, de scénarios théoriques qu'on va présenter en conséquence de ce que dit l'ONU. On va regarder ça sur le champ du handicap, et si on en a le temps, mais sinon on le fera dans la discussion, on va essayer de voir très rapidement ce que ça donne, ce que ça pourrait donner en protection de l'enfance. Je le dis tout de suite, si je n'ai pas le temps de le faire, quand on regarde la composition des équipes et le match en protection de l'enfance, on a les mêmes choses. On a la Convention des droits de l'enfant, on a dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées un volet sur les enfants sous protection de l'enfance, sur laquelle la France aussi est assez régulièrement condamnée, enfin en tout cas mise en cause. Donc le début du match, c'est la conférence nationale du handicap et donc la déclaration du président de la République. Vous savez, dans les conférences nationales du handicap, le PR, le président de la République, clôture et donc résume les enjeux, fixe les orientations et les priorités et annonce les mesures, annonce les engagements, que ce soit des engagements techniques, administratifs ou financiers. Et en fait, quand on lit le paragraphe de son discours qui porte sur la transformation de l'offre, on voit plusieurs éléments. Et on va voir dans 5 minutes qu'il y en a un qui manque. Enfin, il y en a un qui est ça, sur le bord du... Et puis, on ne sait pas si le ballon est en touche ou si on va pouvoir continuer à jouer. Un premier passage de sa déclaration, c'est en lien avec les 50 000 nouvelles solutions. Ça parle à tout le monde. Les crédits, les 50 000... Voilà, ça, c'est bon. Et donc, le PR dit, si nous voulons répondre aux demandes des familles, nous devons leur offrir des solutions. Ces solutions manquent encore cruellement dans certains territoires. Des personnes attendent des mois, voire des années. Des jeunes adultes restent dans des établissements pour enfants faute de solutions adaptées, des solutions complexes persistent, des situations complexes, les familles sans structure. Bon, donc là on se dit, on est dans la logique classique de la politique médico-sociale en France, qui est et c'est une vraie responsabilité pour les autorités, quelles qu'elles soient, eh bien, de mettre en face d'attentes et de besoins et de situations des réponses, des solutions, et notamment des solutions médico-sociales adaptées. Et là, le président de la République, en lien avec le milliard de crédits sur les 50 000 solutions d'ici 2030, dit, notamment sur les situations complexes, le manque ou le défaut de structure. Sur cette première partie de discours du président de la République, on est sur quelque chose finalement qui avait déjà été dit en 2014 dans le rapport Zéro sans solution de Denis Piveteau. On est sur les situations complexes, le devoir d'une réponse accompagnée pour tous, c'est-à-dire comment on réduit l'écart entre la capacité de l'ensemble des acteurs à répondre à des attentes et à des besoins, et puis la réalité des situations notamment complexes qui se retrouvent sans solution adéquate au sens des attentes, des besoins exprimés par les personnes et ou leurs proches. La deuxième partie, en fait, elle commence à approcher, il y a le volet des métiers, on va y revenir, c'est-à-dire finalement de dire, la transformation de l'offre médico-sociale, c'est à la fois des nouvelles façons de faire, normalement, pour accompagner les personnes, mais c'est aussi des nouvelles compétences, une meilleure reconnaissance, un meilleur statut social pour les professionnels. On est à l'époque
on n'a pas résolu encore les problèmes du Ségur à ce moment-là. Donc sur les revalorisations, les primes, etc. Bon, il faut aussi décoder ça dans ce que dit le président de la République. Mais ce qui nous intéresse là, c'est qu'il commence à passer la ligne du milieu de terrain pour aller voir ce qui se passe du côté de l'équipe de l'ONU. Il faut sortir de l'image d'enceinte fermée, mise à l'écart. Et donc, on a cette première incise, et puis après, on reste quand même dans quelque chose d'assez classique. Il faut soutenir les associations gestionnaires qui sont prêtes, dit-il, je l'ai parmi, qui sont prêtes à changer, à évoluer. Vers quoi, on ne le sait pas trop, mais en tout cas, il dit, les gestionnaires sont prêts à changer leur façon de faire, leur organisation, à mieux soutenir leurs professionnels. Donc là, clairement, on a un président de la République qui parle de la transformation de l'offre. Dans les conférences nationales du handicap, alors moi j'ai bien connu celle de 2014 et celle de 2016 avec François Hollande. En 2016, François Hollande avait dit le mot désinstitutionnalisation. Il ne s'est rien passé près, mais le mot était dans sa bouche. Voilà. Mais donc ça veut dire que ce mot n'est pas nouveau, mais là on sent quand même un petit souffle supplémentaire, puisque au-delà de le dire, il y a ces crédits pour accompagner cette transformation. Et puis il termine ce passage de son discours en donnant cette phrase « Je souhaite, il faut promouvoir un modèle social du handicap basé sur la désinstitutionnalisation selon les orientations de l'ONU. » Et à la suite du discours, il passe à autre chose. Juste après, c'est le passage sur, et c'est très important, la vie intime, privée et sexuelle des personnes en situation de handicap avec les enjeux... l'avis du comité du CCNE qui avait été remis quelques mois avant, et puis les mesures à prendre, Intime Agir, pour améliorer ces situations. Et il s'arrête là. Donc, et depuis, si... dans la mise en œuvre des politiques médico-sociales, donc l'instruction sur les 50 000 solutions, l'instruction sur l'appui à la transformation, le rapport IGAS de 2025, le terme désinstitutionnalisation n'apparaît plus. Le terme transformation y est, mais la désinstitutionnalisation n'y est pas. Les lignes directrices de 2022 ne sont pas évoquées. Le président de la République l'évoque, et ça fait... Donc la question qu'on se pose, c'est... qu'est-ce qui fait que, alors que c'est déclaré, attendu, qu'il y a des financements qui sont dédiés à ça, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise ne prend pas? Alors je ne sais pas si on va résoudre cette question, mais ce qui m'a semblé important aujourd'hui, c'est ce que je vous disais au départ, c'est d'aller voir ce qu'il y a dedans et de se poser la question de savoir que si on appliquait ces critères-là, que deviendrait le médico-social demain? Et que deviendraient les personnes? J'aurais dû commencer par ça. Que deviennent les personnes? Que devient le médico-social? C'est bon? Ok. Donc qui connaît les 8 critères des lignes directrices? Ok. Bon. Donc là, c'est le résumé, c'est un peu plus long. Donc ces critères-là, ils sont au nombre de 8. Alors c'est des paragraphes beaucoup plus longs dans le document de l'automne 2022. Et ce sont des critères qui s'appliquent isolément. C'est important là. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'en servait comme une forme d'audit pour aller voir la réalité de vie des personnes en établissement, pour savoir et finalement est-ce que on est à ce point dans le rouge par rapport à ces critères-là. Eh bien, si on faisait ça, si un seul des critères du point de vue de l'ONU est rempli, nous sommes dans une institution ségrégative. Donc c'est pas il faut que je coche les 8 cases. J'en coche une seule, c'est mort. Disqualifié, Ligue 2 l'année d'après. 8 critères. Le premier, donc appliqué aux établissements médico-sociaux en France ou ailleurs, mais en tout cas en France, c'est l'absence de choix réel pour les personnes. L'ONU nous dit, en fait, quoi que vous fassiez, quelle que soit la bonne volonté, les valeurs, les principes, l'éthique des équipes et des gestionnaires médico-sociaux, une personne qui est dans un établissement n'a pas de liberté de choisir où elle vit, avec qui, ni les services qu'on lui propose. Elle peut négocier, elle peut dire non, moi, le psychomote, j'ai pas envie de le voir le matin à 9h, je dors. Enfin, bon.
à la limite la commission repas au CVS, enfin, je caricature, mais en tout cas, il y a une contrainte qui est la contrainte de la vie collective, et on n'est pas à l'hôtel. Il va falloir vraiment que je fasse la post-prod parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir que je vire hein, quand même. Donc pas de liberté de choisir où l'on vit, ni avec qui, ni les services qui sont prédéterminés au moment où j'arrive. Premier point. Deuxième point, l'orientation vers un établissement est sans alternative. C'est-à-dire on dit vous avez une orientation pour tel type d'établissement sur le territoire, voici, voilà. Et compte tenu de l'évaluation, on va le voir, c'est le dernier critère médical et les évaluations techniques, médico-techniques qui sont faites pour évaluer le besoin, vous avez une typologie d'établissement avec une typologie de plateau technique qui vous est proposée en fonction de l'évaluation qui a été faite et de l'avis exprimé par la CDAPH. Enfin, l'équipe pluridisciplinaire est validée en CDAPH. Donc l'absence de choix réel. Alors ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'équipes médico-sociales qui sont très engagées sur l'autodétermination. De plus en plus. Et qui, en plus, vont améliorer la capacité de choix des personnes avec le développement des outils de CA, de communication alternative augmentée. Donc on pourrait se dire, c'est bon. Non. Du point de vue de l'ONU, quand bien même on tient compte du choix, c'est un choix contraint, dans des perspectives extrêmement limitées. Et donc, la configuration de l'établissement, la vie collective, les normes administratives qui s'appliquent aux établissements créent un écart entre la transformation telle qu'elle se fait aujourd'hui dans le médico-social et ce que l'ONU envisage de la désinstitutionnalisation. Le deuxième point, il est fortement corrélé au premier, c'est les routines et les règles imposées. Il y a des règles standardisées, les repas, les couchers, les activités. Sur les établissements pour adultes, le nombre de jours d'absence possible dans l'année. Si vous dépassez une journée, vous payez l'absence. Bon. Donc ça contraint la liberté d'aller et venir. Les horaires, rentrer le soir à telle heure, etc. Bon. Alors peut-être que dans les établissements ici, il y a cette liberté, mais bon, il y a un certain nombre d'endroits où ce n'est pas le cas. Et puis, la limitation de l'autonomie individuelle, c'est-à-dire la capacité à faire des choix, à se dire, moi, mon emploi du temps aujourd'hui, je vais le gérer de façon différente, même dans les petites structures. Le troisième critère, qui est plus ou moins vrai en fonction des établissements, mais quand même, qui est l'histoire de notre secteur, c'est le regroupement par déficience. Je suis orienté dans tel établissement, parce qu'en fonction de l'évaluation de mes besoins, eh bien, tel établissement a tel agrément, a telle spécialité, et donc il y a à cet endroit-là le bon plateau technique. Et donc du point de vue de l'ONU, ce placement sur le handicap ou le besoin de soutien est contraire au fait que la personne pourrait normalement avoir des choix liés à d'autres affinités que ses besoins. Ses affinités sociales, l'environnement dans lequel elle souhaite vivre, le quartier, la ville, en zone rurale, en zone urbaine, etc. Quatrième point, le partage obligatoire des ressources, ça c'est un point aussi très important. C'est-à-dire qu'en fait, quels que soient les efforts de personnalisation du projet individualisé de la personne en établissement, les ressources sont partagées. Alors on peut certes, de temps en temps peut-être manger dans sa chambre, mais en tout cas on a un certain nombre de contraintes liées à la vie collective qui fait que ces ressources sont partagées, elles ne sont pas choisies, les équipements sont partagés. Et il n'y a pas le choix de l'aide. Je ne peux pas dire, toi et le Saïd et l'éducateur, parce que j'ai été éduxpé avant de dériver et de tourner mal, si l'éduc c'est Bertrand et qui dit non mais moi je veux pas Bertrand, j'ai vu sur internet un éduc qui était super top, c'est lui que je veux, non excuse-nous, bon ça va, bon, je caricature, hein. Bon. Mais par exemple, si je vais faire un peu de technique, parce que vous êtes tous des techniciens, le fait de pouvoir choisir son aide, donc choisir ses accompagnants, c'est un point, par exemple, qu'on a failli obtenir dans la réforme Séraphin-PH, qui n'existe plus. Mais c'est un point qui était acquis, d'ailleurs qui avait été acté par Sophie Cluzel en 2018, qui était dans le financement des établissements, la possibilité pour les personnes d'avoir un droit de tirage sur prestation. Ce n'était pas de l'argent, mais c'était un droit, pour aller choisir
les intervenants, non pas seulement à l'échelle d'un établissement à service, mais à l'échelle d'un territoire, en disant moi j'ai un droit de tirage pour un accompagnement social vers l'emploi, même si je suis accompagné par un ESAT, si j'ai envie d'aller voir, je peux solliciter avec ce droit-là. Enfin, j'aurais pu solliciter si Séraphin l'avait fait passer, ce qui n'est plus le cas. J'aurais pu aller solliciter une autre plateforme de services médico-social avec qui j'aurais pu passer un accord pour mettre en œuvre les prestations que j'attendais. Le contrôle par les tiers, donc les décisions de vie. Donc là, c'est très, très en lien avec ce que l'ONU reproche à la France et à d'autres pays, qui est le maintien de la protection juridique des majeurs. Ils ont voilà, il y a une position qui est de dire, en fait, il y a d'autres mécanismes de protection et de sécurisation, de négociation du risque et de protection de la vulnérabilité des personnes que le système de tutelle et de curatelle. Et puis l'isolement social et géographique. Alors, ça dépend des endroits, mais on a encore des établissements qui sont implantés dans des zones où la capacité de participation sociale est relativement faible. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas ras des villes, ras des champs. On a le droit de vivre en milieu rural, mais c'est ces implantations d'établissements qui ont été faites dans des lieux très éloignés où la mobilité, où l'accès aux services publics communaux, à la culture, au sport, est assez éloigné et où il n'y a pas de porosité entre la vie de l'établissement et le fait qu'il y ait du voisinage. C'est l'IME perdu dans la forêt, dans un château. Le manque d'intimité et de personnalisation, ça je vous laisse lire, et puis l'approche paternaliste ou médicalisée, donc c'est la vision médicale, l'article 1 de la loi sur la définition du handicap dans la loi de 2005, définit le handicap, même s'il y a la question de l'environnement et des obstacles liés à l'environnement, c'est les conséquences d'une déficience. Cette définition-là, qui nous semble, à laquelle nous sommes habitués, dans d'autres pays, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Ce qui est regardé, c'est les obstacles de participation liés aux problématiques d'accessibilité et la façon dont on va compenser les problématiques d'accessibilité. Ça va ? Ok. Donc là, on a fait le tour des... On passe de 7 à 2, oui, donc 7 à 8. On a fait le tour des 8 critères. Donc vous voyez que quand on regarde maintenant on reprend nos deux équipes et qu'on se dit, bon, bah alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mêlée et qu'est-ce qui est convergent et qu'est-ce qui est incompatible, on voit qu'il y a des points de convergence, qu'au final, on peut quand même se dire qu'il y a des zones de compatibilité, puis il y a des choses qui sont quand même radicalement différentes. Alors je vais insister sur quelques points, on ne va pas tout détailler, je vous enverrai la présentation. Les points de convergence et de compatibilité, c'est que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, on ne peut pas dire qu'en France, il n'y a pas une ambition, une volonté, une intention de transformer l'offre dans une logique plus inclusive. Ça marche ou ça ne marche pas, on voit tous les efforts qui sont faits sur l'école et les obstacles structurels liés au fait qu'il faut que maintenant l'école évolue. Mais on voit par exemple que malgré tout, sur l'emploi, même si ça reste compliqué, et je ne m'en tiens pas seulement au taux d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou public, on voit qu'il y a un certain nombre d'efforts et que la loi prévoit les aménagements raisonnables dans l'emploi, ce qui n'existe pas ailleurs, et donc ça permet quand même d'avoir une logique d'adaptation du droit commun et donc du coup aussi de capacité des services, des équipes médico-sociales à pouvoir être plus dans des environnements ordinaires où ils peuvent exercer leur métier aux côtés des personnes quand elles le demandent. Un autre point de convergence et de compatibilité, c'est qu'on voit que malgré tout, dans le secteur des enfants, il y a eu cet effort de transformation capacitaire, plus de CESAD, moins d'IME. À l'époque, je vais parler comme un vieux, en 2016, il y avait même un pourcentage qui avait été fixé. Il avait été dit, d'ici 5 ans, donc 2020, 2021, il faudra que 50% de l'offre médico-sociale pour enfants soit en service. À l'époque, nous étions à 27 ou 28%. C'était allez, il faut faire kiff-kiff. Tac, 50-50. Bon, cet indicateur-là n'existe plus. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à 50% de part de service si on compte IME-CESAD. Vous allez me dire tout ça n'existe plus, il y a les dispositifs, on en parlera peut-être. Mais on voit quand même qu'il y a eu cet effort-là
effort qui n'existe pas sur l'offre médico-sociale adulte. Sur l'offre adulte, si on prend la part d'établissements pour adultes, foyer de vie, foyer d'hébergement, enfin EAM, EANM maintenant, et SAMSA et SAVS, on est à, je ne vais pas regarder hier les chiffres CNSA et DRES, mais je pense qu'on est à 70-30. On est à 70% de solutions médico-sociales adultes qui s'expriment en place d'établissement et 30% qui sont en service dans la communauté. Et je fais le pari, donc là je prends parti, que quand on fera le bilan des 50 000 solutions, quand on aura cramé le milliard en 2029-2030, je ne suis pas sûr que ce curseur soit véritablement encore poussé vers la part service. Mais je commence peut-être à être un vieux con. Alors, donc on a ces points de convergence. Le dernier, je l'ai dit, c'est que quand même l'autodétermination, on voit que ça prend. C'est un sujet en soi parce que je pense qu'il y a une grosse limite à ce qui est fait aujourd'hui sur l'autodétermination. Je ne remets pas en cause ni les volontés associatives, ni les professionnels, ni les personnes, l'expertise des personnes qui est mobilisée. Mais on voit bien que l'autodétermination, si on en reste au registre individuel de l'expression des choix, on est assez loin de ce qu'attend l'ONU en termes de désinstitutionnalisation. L'autodétermination, au bout du bout, c'est très politique. Ça veut dire que ça modifie les organisations, ça modifie les rapports institutionnels, ça modifie les normes. Donc ça, c'est les points de convergence. Les points de divergence, c'est-à-dire les points irréductibles, c'est que, en réalité, aucun établissement, aucun gestionnaire, même très engagé sur l'autodétermination, ne peut lever tous les critères, les 8 critères qu'on a évoqués. En fait, il y a une limite structurelle qui est à l'organisation médico-sociale, qui est liée à l'organisation médico-sociale en France. Les normes, la vie collective, les conditions techniques de fonctionnement, etc., les logiques de financement rendent impossible à un établissement, à un gestionnaire, de lever les 8 critères. Voilà, là c'est la fin de ma présentation. Pour désinstitutionnalisation, désinstitutionnaliser, il faut tout fermer. Non, on va aller voir. On va essayer de s'en sortir autrement. Le point de divergence, c'est que quoi qu'on en dise, et la logique de transformation, d'évolution de l'offre avec les dispositifs plus ou moins intégrés, on reste dans un modèle institutionnel dominant. On fait varier les prestations, on fait un peu de semi-internat, on fait du CESAD, on fait de l'équipe mobile, on fait de la fonction ressources, on fait de l'hébergement temporaire, etc., mais on reste sur un modèle institutionnel dominant. L'offre de services de proximité, c'est-à-dire le fait d'avoir des présences de services spécialisés suffisamment intensifs pour accompagner l'ensemble de la population, est encore insuffisante, on l'a dit, sur la partie adulte, et inégalement répartie sur le territoire. Il y a des ARS, des départements, qui s'y collent en ce moment à la faveur des 50 000 solutions, notamment sur la base... je parle vraiment à que des initiés, là. Je peux sortir des trucs techno. Ouais, ok. Le dernier rapport IGAS, avec la préconisation sur l'autorisation unique territoriale, les logiques de groupement, vous voyez, le fait d'ouvrir les chakras de la norme administrative, ça vise... c'est pas seulement un exercice de simplification administrative, ça vise à dire aux acteurs médico-sociaux, vous avez une responsabilité territoriale, donc on va vous déverrouiller les normes administratives pour que vous puissiez garantir sur un territoire le minimum de réponse à la totalité de la population, que vous le fassiez seul ou avec vos petits copains médico-sociaux. Le rapport IGAS, en fait, il dit ça. Mais donc on se rend compte que le rapport IGAS, ça c'est bien, mais ça nous fait pas lever les 8 critères. Hein. Ça nous en fait lever un demi, enfin peut-être 2, mais pas beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. La participation des personnes handicapées aux décisions est encore très limitée. Je ne parle pas du fait que les établissements des équipes médico-sociales fassent de l'autodétermination concrète et réelle, mais sur la dimension de associer les personnes, et je balaye dans mon camp conseil départemental, et vous allez voir à la fin parce que je l'ai mis, on est absolument mauvais sur la capacité à associer véritablement les personnes aux décisions d'autorité publique que nous prenons. Nos financements, nos choix, etc. Bon. Et puis le dernier point sur les points de divergence, parce qu'on entend souvent ce discours en ce moment, on dit au médico-social, bon, alors il faut que vous vous accompagniez autrement, que vous soyez plus modulaire,
sur votre territoire et qu'en plus vous ayez une contribution à la montée en compétence du droit commun, la fonction ressources, c'est un nouveau rôle qui date de 2017. On dit aux gestionnaires médico-sociaux, en plus de vous occuper des personnes de façon modulaire, de faire de la coordination de parcours, vous allez en plus aider l'école, aider le secteur de l'emploi, aider le secteur du sport, aider à monter en compétences pour mieux accueillir les personnes, enfants ou adultes, dans le secteur de droit commun. Et puis on a, face à cette demande du ministère, des autorités, etc., eh bien les acteurs médico-sociaux disent oui, mais la société n'est pas prête. Donc, on attend. Quand la société sera prête, médico-social pourra, et la société dit oui, mais moi j'ai pas d'aide, donc je ne peux point, etc. Et donc ce que ça révèle au sens de l'ONU, c'est qu'il n'y a pas de cohérence, et ça c'est pas, alors c'est un peu moi quand même, mais c'est pas vous. Enfin moi au sens de, je travaille dans une administration qui régule, quoi. C'est qu'il n'y a pas de coordination et de connexion et de cohérence territoriale et nationale entre la politique d'évolution du médico-social et l'accessibilité. Et pourtant, le président de la République en 2023, ça je ne vous l'ai pas mis, il a dit 1 milliard, même 1,5 milliard avec les crédits écoles sur la transformation de l'offre et l'inclusion, et 1 milliard sur un fonds territorial pour l'accessibilité. Ce fonds territorial pour l'accessibilité, c'est à la fois pour les commerces, etc., mais c'est aussi pour les salles de culture, les équipements publics et les services communaux, les mairies, accessibilité physique et numérique, et formation des agents publics pour un meilleur service rendu. Ces deux politiques-là, elles sont sorties en même temps, elles ne sont pas connectées entre elles dans les territoires. Dans les Landes, on pousse, on tente de connecter ça et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre la transformation de l'offre du point de vue de ce que les acteurs médico-sociaux vont être amenés à mieux faire ou à plus faire, et puis ce qui relève de la mise en accessibilité. Donc premier message, je ne sais pas si alors on n'a pas d'ARS ici et de département, mais là, dans la mise en œuvre des 50 000 solutions, il y a un vrai sujet, c'est connecter le fric qui n'est pas utilisé du Fonds territorial d'accessibilité, cet argent-là n'est pas utilisé. Avec la mise en œuvre des 50 000 solutions, il avait une transformation qui va beaucoup plus loin que la seule mise en place d'un dispositif intégré ou d'une modulation d'offres de services. Donc en fait, en réalité, si on voit qu'on a des points de complémentarité, on a des points durs. Ce qui signifie que dans le match là, entre la transformation à la française et la désinstitutionnalisation version ONU, à partir des lignes directrices de 2022, il nous manque un maillon, et ce maillon, c'est la requalification. Si on veut faire de la transformation de l'offre, au-delà des souplesses qu'on est en train d'organiser ensemble, il faut requalifier les choses. Et il faut les requalifier durablement et définitivement. Les 50 000 solutions, le milliard, je ne sais pas combien ça donne en PACA. Vous dites combien sur les 50 000 solutions, monsieur le directeur général? J'aurais dû regarder. OK. Donc en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les 50 000 solutions, le rapport IGAS, l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui dans la transformation de l'offre, en fait, ne sont pas un véritable... Tous ces leviers-là intéressants ne sont pas un vecteur de transformation de type ONU. Pour aller vers la désinstitutionnalisation de l'ONU, il faut requalifier. Donc on va rentrer concrètement dans ce que ça signifie que requalifier. Donc en fait, là, voilà, on met les pieds dans le plat, là on est en deuxième mi-temps. 123 millions. 120, en tout? D'ici 2030? C'est ce que j'ai, horizon 2030. Il y a combien d'habitants en PACA? T'en as d'autres ici? Bien sûr. En Nouvelle-Aquitaine, on est 5,4 millions. Ah oui, donc vous êtes moins que Nouvelle-Aquitaine, donc c'est pour ça que vous avez moins. Ok. Bon, enfin entre... On a 6 départements, vous en avez 13. Hein. On en a 12. Ouais. On a 12 départements. Ok, d'accord. Vous avez 100. Ok. Alors, en fait... Ok. Si on veut faire de la transformation de l'offre allant dans le sens de la désinstitutionnalisation, il faut donc requalifier. Vous savez, la requalification, c'est quand on change le statut, quand on fait un changement profond
de quelque chose qui existe. Vous connaissez tous la requalification d'un quartier, la requalification urbaine. Voilà, on a des tours, parfois, on transforme ça, on fait plus de parcours paysagers, etc. Bon. Vous connaissez aussi la requalification juridique. C'est-à-dire qu'on a une décision de justice et on se dit, bah oui, elle est requalifiée puisqu'il y a eu un appel, etc. Donc la requalification, c'est un changement profond, irréversible d'une situation, d'un acte, d'un élément concret sans qu'il y ait de retour en arrière possible. Donc requalifier, transformer l'offre en la requalifiant, ça suppose de requalifier le capacitaire, les bâtiments du médico-social, au-delà, enfin les bâtiments, pardon, les places, les autorisations, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les logiques de dispositif. On a une autorisation unique et on peut faire du service, du semi-internat, de l'internat, de l'hébergement temporaire, etc. Dans la logique de désinstitutionnalisation de l'ONU, on a des services intensifs de la communauté. On peut avoir de l'accueil résidentiel, mais de droit commun avec des services qui arrivent 24 heures sur 24. Nous n'avons plus d'hébergement temporaire médico-social. Vous vous souvenez des stats, hein, on est à 70-30. Voilà. J'aurais dû commencer par la requalification. Transformer l'offre sous l'angle de la désinstitutionnalisation, c'est d'abord requalifier le statut social des personnes. On va le voir dans les petits tableaux que ChatGPT m'a fait hier à 23h. C'est requalifier aussi le rôle social des professionnels du secteur médico-social, notamment leur mandat, le mandat social, le mandat sociétal qu'ils ont, non pas vis-à-vis des personnes, mais vis-à-vis des partenaires de droit commun. On voit toutes les difficultés que les professionnels peuvent avoir aujourd'hui pour être légitimes au sein des écoles, quand bien même on a tous les textes pour dire qu'ils le sont. Okay ? Donc c'est la façon dont le mandat social, le mandat sociopolitique des professionnels, et donc les nouveaux métiers vont s'institutionnaliser. On est dans une région où vous avez les dispositifs d'assistance à projet et parcours de vie. Je ne sais pas s'il y a des gens bien sûr qu'ils n'écoutent pas là. Non, je vous faisais de la pub. Voilà. Donc là, sur la requalification des métiers, donc par exemple les assistants à projet ou parcours de vie, ou les facilitateurs en fonction de la doctrine et des couleurs de la doctrine, on voit bien qu'une expérimentation portée par Nexem, le réseau Trisomie 21 France, etc., devenue une politique nationale avec le cahier des charges des facilitateurs, maintenant, et s'inscrit dans un paysage, devient un véritable métier avec la reconnaissance en RNCP la semaine dernière. Bon. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se structurer d'une forme de mandat social lié à l'assistance à projet de vie qui, pour le coup, et on va le voir sur les scénarios concrets de désinstitutionnalisation, ce métier-là, il a une place tout à fait particulière et tout à fait prépondérante pour requalifier avec les personnes leur projet de vie, et notamment aux âges charnières. Ce que vous faites aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont dans ces rôles-là, c'est un rôle assez différent des coordonnateurs de parcours qu'on a dans les plateformes ou les dispositifs intégrés, dans le contexte français en tout cas. On voit bien qu'aujourd'hui, ce travail-là, c'est peanuts, c'est rien par rapport à l'ampleur de ce que demande l'ONU. Donc on voit bien que si on industrialise cette requalification, il va falloir des moyens nouveaux et redéployés et accompagner des évolutions de compétences des travailleurs sociaux ou autres des établissements et services médico-sociaux pour qu'ils puissent basculer vers ces métiers en interface entre la personne du côté de sa demande et la possibilité qu'elle a de participer et évoluer, avoir une trajectoire sociale la plus adéquate et valorisante de son point de vue. J'y viens, autre requalification, le bâti, l'immobilier des gestionnaires. Dans la logique ONU, on va le voir dans le tableau après, quand on fait faire un mouvement d'un parcours d'une personne moins institutionnalisé, mais autant accompagné dans le milieu ordinaire
Voilà, le rapport de Denis Piveteau de 2022. Hein, donc avec des équipes médico-sociales qui se basculent en service d'intensité variable dans la communauté, du bâti se libère, de l'immobilier se libère. Dans la logique ONU, ce bâti, cet immobilier, et les places autorisées, elles partent. On ne remplit plus. Ce que dit les lignes directrices, c'est pour faire cette transition entre des modèles très institutionnalisés et des modèles fondés sur ce qu'a dit le président de la République, le modèle social du handicap, ça suppose qu'il y ait un moratoire. Alors, ce n'est pas des fermetures du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il y a un clapet anti-retour. Je ne suis pas du point de vue des personnes, là. C'est là où c'est compliqué. Parce qu'il y a la question de la prise de risque. Mais du point de vue d'une politique publique, c'est... on va le voir tout de suite. Allez voir. On prend un exemple. Donc ça, c'est ChatGPT, et puis je l'ai poussé dans ses retranchements pendant une petite demi-heure. Donc ça va à peu près, mais on peut faire mieux si on se met tous ensemble sur une journée à se faire plaisir ou à se faire peur. Donc dans la logique ONU, là on est sur un foyer de vie. J'ai pris un foyer, là je prends un foyer de vie. J'ai fait exprès de prendre une structure du secteur adulte dans le champ de compétences d'un département, parce que je travaille dans un département, donc je ne vais pas aller me la raconter en parlant des autres. Donc, et puis que je voulais éviter l'écueil de la discussion sur l'école, puisque je vous ai dit rapidement ce que tout le monde sait sur le fait qu'à un moment donné, là, pour l'école, il faut un changement structurel du côté de l'école. Tout ce que nous faisons aujourd'hui ne sert plus à grand-chose. Voilà, on peut continuer. Il faut continuer à pousser en mêlée, mais il faut un changement structurel. Et ce changement structurel, il est parfaitement connu sur ce qu'il convient de faire. Tout le monde connaît les modèles italiens, portugais, etc. Bon. Donc là, on se met dans la requalification. Donc c'est bon, on a compris. Pour transformer dans le sens de l'ONU, il faut requalifier. Et donc là, on part d'un foyer de vie dans la logique française, et on se dit, qu'est-ce que ça devient demain ? Dans la logique ONU. Bon, je vous laisse lire. On a des résidents accueillis sur place dans l'établissement. Oui, alors moi je suis venu ici parce que j'ai envie de repartir aussi avec des initiatives, même balbutiantes, de trucs qui ressemblent à ça. Même si c'est que 3-4 personnes, voilà. Je viens faire mon marché. Donc on a des résidents qui sont accueillis sur place, qui dans le modèle ONU deviennent locataires. Pourquoi pas propriétaires, j'en sais rien, mais en tout cas locataires, ou sous-locataires avec de l'intermédiation locative. Et pas seulement, pourquoi pas dans l'habitat partagé, mais ça peut être aussi du logement diffus avec des plateformes de services, des équipes médico-sociales qui interviennent dans la communauté. Donc ça existe, il y a des choses qui se font. C'est encore tout petit par rapport à tout le reste, mais on voit qu'il y a des initiatives comme ça. Donc une logique de groupe et de sécurité, voilà. L'encadrement continu en interne, donc là, on sort de cette logique-là. Donc très concrètement, les éducateurs, enfin l'équipe pluridisciplinaire qui travaillait jusque-là dans le foyer de vie, soit en journée, en internat, week-end, etc., se transportent, quelle que soit l'autorisation, en équipe mobile territorialisée, pas de crise, mais une équipe qui va vers et qui va fournir un certain nombre d'aides et de soutien aux personnes dans leur nouvel environnement de vie. Ça veut dire le mouvement des personnes engage le mouvement des professionnels. Les activités encadrées, l'autorisation d'établissement. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça suppose du côté de l'établissement. On prend 3-4 minutes sur ce que... Parce que ça, l'ONU insiste beaucoup là-dessus, en disant, OK, vous engagez cette requalification, les équipes, le bâti, les autorisations, etc. Il faut des plans de transition pour les personnes. C'est-à-dire que le fait de dire, on va travailler sur leur projet de vie et on va changer leur statut social, et donc on va valoriser leurs rôles sociaux dans des environnements de vie ordinaires accompagnés, l'ONU dit, attention, on n'est pas des sauvages, il y a des précautions à prendre. Donc, de la même façon qu'il faut des plans de transition pour les structures, les moyens, les équipes, il faut des plans de transition pour les personnes. Donc la sortie d'institution doit être progressive, avec des services accessibles et adaptés, c'est-à-dire anticipés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la garantie de service au moment où la personne
y va et prend le risque, enfin fait le choix et prend le risque. Un point important sur les âges charnières, donc ça colle à nos situations d'amendement Creton, mais on a les mêmes sujets sur les personnes de 45, 50, 55 ans en foyer de vie, avec quelque chose qui me fait hurler, qui est les ouvertures d'unités de vie moi je dis même pas PHV parce que je l'ai dit, mais voilà, en tout cas l'ouverture d'unités d'accueil pour personnes en situation de handicap avançant en âge. Parce que en fait, ce qui m'énerve dans PHV, c'est qu'on est en train de se créer une catégorie qui n'existe pas. Je ne dis pas que le vieillissement n'existe pas, mais la catégorie n'existe pas. Et à partir du moment en France où on crée une catégorie, on va créer une réponse institutionnelle qui colle à cette catégorie. Il faut vraiment lutter contre ça. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, l'ONU dit sur la transition enfant-adulte et même pour les plus jeunes, sur la petite enfance et a fortiori vers la barrière de 60 ans, on va dire, eh bien, il y a faire attention à parce que là, on a des points de rupture dans notre organisation, et donc il faut anticiper ça. Donc, il faut qu'on ait des services qui fassent le saut. Donc, alors, voilà, on sait, c'est les CESA de 16-25, les SAMSA avec des dérogations d'âge. Enfin, on se fiche de savoir quel est le cadre administratif. Il faut avoir cette continuité de service qui fait la transition et le rôle particulier, parce qu'il y a la coordination, pour le coup, et de la transition, de la préparation avec l'assistance à projet de vie, et en plus de ça, la fonction ressources, c'est-à-dire le fait d'avoir non pas seulement des facilitaires ou des assistants à projet et parcours de vie, mais avoir aussi des professionnels qui vont savoir traiter des enjeux de santé, des enjeux d'habitat, des enjeux d'accès aux droits, etc., pour faire l'interface, quand c'est nécessaire, avec les acteurs de droit commun qui doivent rendre ces services aux personnes. Un dernier point sur ce que l'ONU dit sur la requalification du parcours et du statut social des personnes, c'est les ressources financières nécessaires à la personne. Donc c'est à la fois c'est deux choses. C'est quand on engage ces plans-là de transition, il peut y avoir une rupture de droit pour les personnes sur leurs ressources financières. Et donc il y a à anticiper ça. Et le deuxième point, ce que dit l'ONU, c'est que pour les personnes qui ont été longtemps institutionnalisées, je vais voir pourquoi, eh bien elles vont avoir besoin d'une bourse d'installation. Je quitte mon hébergement. Certes, j'avais pu aménager ma chambre avec des meubles, etc. Mais je vais en habitat partagé où je prends un appart, etc. Il faut que je puisse m'acheter des meubles, mon électroménager, etc. Donc il y a des enjeux de sécurisation des moyens financiers dans cette transition d'une installation de vie plus autonome, avec des choses sur lesquelles jusque-là, dont je n'avais pas la préoccupation financière. Si on prend, là on était à l'échelle d'un établissement, on a regardé et on a fait un focus sur la requalification du projet de vie des personnes. Là on se transporte un peu plus haut à l'échelle de l'organisme gestionnaire. C'est-à-dire on n'est pas juste le foyer de vie qui ferme une partie de ses places, qui les redéploie, etc. On est à l'échelle d'un gestionnaire qui a un foyer de vie, un ESAT et un SAMSA. Ok, j'ai fait toujours, j'ai pas pris du secteur enfance exprès. Dans la logique ONU, l'une des actions possibles, c'est que le foyer de vie qui n'est plus un foyer de vie se transforme en plateforme de coordination territoriale et le bâti, parce qu'il reste des endroits, eh bien, à minima, ça devient un tiers-lieu, un lieu ressource. On peut avoir besoin de maintenir des lieux pour faire de la formation, pour recevoir les équipes, mais ce ne sont plus les lieux de prise en charge. Et puis ça pose aussi la question du devenir de ces lieux qui du coup ne sont plus habités jusqu'à les revendre, jusqu'à les détruire, le château dans la forêt. Alors, quand je vous dis détruire le château dans la forêt, c'est un exemple concret que j'ai eu à l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans une négociation CEPOM sur un château dans la Creuse où il y avait un internat pour des enfants et des adolescents avec une déficience intellectuelle et avec TSA, où au final, dans la négociation avec ce gestionnaire, on a fermé, il y avait un super gymnase qui a été revendu à la commune, et puis ça a été détruit. Et côté ARS, on a compensé financièrement le coût de la destruction, et on a rendu ce terrain à la forêt, à la nature. Bon, j'ai fait une fois ça en 5 ans, donc maintenant je le raconte depuis, quoi. Donc, les AD, pareil, reconversion en service d'intensité variable, c'est-à-dire de job coach en lien avec les plateformes ou les dispositifs d'emploi accompagné.
Il y a des endroits où nos dispositifs d'emploi accompagné arrivent à faire ça, mais on voit bien que la mayonnaise a du mal à prendre et que le plan de transformation des ESAT ne vise pas ça. Le SAMSA, lui, il existe déjà, donc il perdure. Ses moyens vont être renforcés. Vous allez voir après, j'ai demandé à ChatGPT de faire un petit calcul. Et puis donc, il va pouvoir renforcer, plus de moyens humains vont arriver sur le SAMSA, donc il va pouvoir renforcer la quantité d'accompagnement de services rendus, et puis à plus de personnes, et ça donne ça. Donc ça, c'est ChatGPT, hein. Je n'assume pas, voilà, donc je lui ai dit, tu fais attention, les ETP, je lui ai demandé de me vérifier les ETP, etc. Ça peut donner ça. Donc le foyer de vie, il avait 50 places, c'est 30 logements, plus 10 colocs, et puis l'équivalent de 10 places qui sont redéployées en soutien social, renforcé, pour accompagner les personnes là où elles se trouvent, dans leur logement diffus ou dans de l'habitat partagé. Les AT, il était à 80, on a regardé les ratios, parce que les ratios des AT, c'est quand même pas top, les moniteurs d'atelier, etc. Donc ça donne la possibilité de 40 accompagnements via la plateforme d'emploi accompagné et du renforcement d'activités sociales sur la partie accompagnement social de l'ESAT. Le SAMSA, il augmente sa capacité, sa potentiel d'intervention, il passe de 35 à 55, et on a toujours nos 165 personnes accompagnées de départ. Quand on va plus loin et qu'on demande à mettre les chiffres, alors ça, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai commencé à le faire hier, mais je ne l'ai pas. Après, il faut sortir les. On peut pas. Ça, il ne faut pas laisser faire ça à ChatGPT. Mais c'est assez intéressant de regarder. Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'il faut. Voilà. Bon. Donc, mais c'est pareil, ce travail-là, moi, j'aimerais bien le faire avec des gens un peu fous furieux qui ont envie de se faire lancer des tomates. En fait, on voit que sur ces exemples-là, et on aurait pu en prendre d'autres. La confrontation entre la transformation à la française et la vision ONU, ce que nous sommes en train de faire peut préparer la mise en œuvre de ces orientations-là, si on le souhaite, mais on a compris que le saut structurel à faire suppose véritablement qu'on requalifie durablement et de façon irréversible un certain nombre de choses qui sont inscrites dans le dur de nos pratiques médico-sociales. Le pari qu'on peut faire, c'est que finalement, du côté des organismes gestionnaires, les gestionnaires médico-sociaux font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, quand on dit on ferme notre bâti médico-social, on fait une logique de tiers-lieu, on va sur des systèmes, je n'ai pas parlé des évolutions de gouvernance, parce que ça ne dissout pas le fait associatif, ça ne dissout pas l'engagement associatif, ça le reconfigure. Donc du coup, j'ai pas mis le volet gouvernance de ce que dit l'ONU sur la gouvernance. Ça veut dire que quand bien même aujourd'hui on a des conseils d'administration qui font des efforts pour intégrer des personnes, je parle des personnes, pas des parents, des personnes accompagnées dans un minimum au niveau consultatif et ou décisionnaire dans les conseils d'administration, puis on a les expériences de recrutement de professionnels voilà, bon, on voit qu'il y a des initiatives comme ça. Si on va dans la logique ONU, l'ONU considère que ce type de gouvernance n'est pas un système équitable de coopération. Donc, soit on a des équilibres de gouvernance où on a les personnes à part égale, et si le fait associatif ne le permet pas, on bascule dans des systèmes coopératifs. Donc la question qui se pose du côté de la gouvernance, dans la requalification, enfin, la question de la requalification existe aussi au niveau de la gouvernance, je n'en ai pas parlé là, mais effectivement, on touche à des sujets extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Alors, on m'a demandé, Jérôme m'a dit, ok, c'était sympa, tu vas parler de handicap, t'es monomaniaque, voilà, ta vie est centrée autour de ça, mais en protection de l'enfance. En fait, quand on regarde en protection de l'enfance, le même match existe, c'est ce que je disais en introduction, les mêmes recommandations, les mêmes mises en cause existent du côté de l'ONU, et puis aussi tous les rapports, enfin on a tous lu les derniers rapports, la Cour des comptes, le rapport Santiago, etc. Enfin, donc on voit bien dans quelle situation on peut être. Donc on est dans les mêmes situations. Et donc il y a les mêmes débats sur la désinstitutionnalisation, sachant qu'il y a des points communs et des spécificités entre handicap et protection de l'enfance. Je mets un peu entre parenthèses la question des doubles vulnérabilités, qui sont... Bon, ok. Enfin, je ne mets pas entre parenthèses, mais je ne limite pas ce que je dis là à la question des
des vulnérabilités multiples ou des enfants en situation de handicap ayant une mesure de protection. Quand on regarde les chiffres sur la protection de l'enfance et le taux d'institutionnalisation en France, la France est le pays d'Europe ou de l'OCDE qui institutionnalise le plus les situations de protection de l'enfance, entre 60 et 70%. Voilà. Alors que, en réalité, alors après ça dépend des territoires, mais les situations de maltraitance justifiant le fait de vraiment sortir l'enfant du milieu familial. Après, voilà, il y a d'autres. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Non, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il est 16h15. Mais les situations de maltraitance, donc dans les Landes, c'est 20 à 25% sur 100% des situations de protection de l'enfance. En Gironde, c'est 20. Et pour autant, donc ça veut dire qu'on a 70-80% des situations de protection de l'enfance qui sont liées à des difficultés sociales, à des enjeux de soutien, de compétences parentales, de situations de précarité, etc., de ce qu'on appelle les carences éducatives. Je n'aime pas ce terme-là, mais en tout cas de pouvoir renforcer les compétences parentales. Donc on a aussi ce réflexe de protection et que du coup l'enjeu de la désinstitutionnalisation en protection de l'enfance, ça va être de passer, et alors du coup là pour faire très court et conclure, je vous invite à regarder ce que le président de la Gironde a déclaré, c'était il y a 15 jours, et donc a engagé, lui, nous on ne l'a pas encore fait dans les Landes, mais on a une situation particulière dans les Landes. En Gironde, le président Jean-Luc Glaise a déclaré il y a 15 jours qu'il voulait mettre en œuvre la désinstitutionnalisation de la protection de l'enfance dans son territoire. Plus de MEX, plus de nouvelles MEX, redéploiement de certaines MEX qui sont vieilles, avec des grands groupes dans des locaux qu'il faut rénover à coups de millions, et bascule dans renforcement de l'AEMO ou du placement éducatif à domicile. On verra ce que ça devient après les contentieux juridiques sur la PEAD. Les assistants familiaux, avec toutes les problématiques qu'on a sur les assistants familiaux, la pyramide des âges, etc., les questions de rémunération, de reconnaissance et de double activité. Et donc il a engagé ce mouvement-là, à la fois par choix politique, et aussi parce qu'il est dans un moment où, financièrement, il n'a pas la capacité d'investissement pour rénover toutes les structures et construire toutes les places qu'il faudrait pour accueillir le flot d'enfants hors maltraitance qui dans notre logique culturelle, devrait être institutionnalisé parce qu'il y a des difficultés éducatives ou sociales au domicile. Allez, j'arrête là parce que voilà, il fait chaud et que je vous ai assommé.